Salut à tous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne absolument tous les propriétaires et les locataires en France, le DPE, autrement appelé le diagnostic de performance énergétique. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'on arrive à un moment critique dès 2025, soit dans seulement quelques mois. À partir du 1er janvier, les premiers logements vont être interdits à la location. Et croyez-moi, ces chiffres sont alarmants. Imaginez ces 30 millions de propriétaires qui vont se retrouver concernés avec potentiellement des pertes de valeur qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et surtout, beaucoup de confusion et beaucoup de désinformation sur le sujet. Je vous assure que pour préparer cette vidéo, j'ai beaucoup fouillé sur Internet et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Ce qu'il faut savoir, les pièges à éviter et surtout les solutions concrètes qui existent. Alors, restez bien jusqu'au bout parce que je vais aussi vous parler en fin de vidéo des aides financières qui sont disponibles. Et là, croyez-moi, il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez et vous risquez d'être surpris. On va commencer d'abord par décrire ce petit schéma que vous voyez juste à côté de moi que je vais pointer ici. Ce petit schéma, c'est les étiquettes énergétiques. Donc, ces étiquettes, elles vont de A à G et elles représentent deux mesures. D'un côté, la consommation énergétique en kilowattheures par mètre carré par an et de l'autre, les émissions de CO2 en kilogrammes de CO2 par mètre carré par an. Alors pourquoi il y a deux notes? Il y a deux notes parce que dans un DPE, on calcule ces deux choses-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la note que l'on donne à votre logement, c'est la note la plus faible parmi ces deux notes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous reteniez puisqu'il y en a beaucoup qui me posent la question. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, les logements classés F et G sont dits passoires thermiques. Ça va faire partie des premiers qui vont être interdits à la location, vous allez le voir, dans les années à venir. Maintenant, parlons un petit peu concret. Et bien concrètement, cette note, elle a un impact sur la consommation du logement. On va prendre ici, pour exemple, un logement de 75 mètres carrés. Et comme on peut le voir sur l'image, ben, s'il est classé en étiquette A, il va plutôt consommer 20 € par mois. Et s'il est classé en étiquette G, il va plutôt consommer 400 € par mois. Donc là, c'est très, très énergivore. Vous voyez, imaginez que vous êtes sur une maison de 150 mètres carrés et on pourrait monter à 800 €. C'est démensuel. Donc attention aux passoires thermiques. L'autre information qui est intéressante, c'est la répartition des logements en France parmi ces catégories. On voit ici qu'il y en a 11% qui sont classés G, 14% en F, 29% en E, 27% en D, puis 14% en C, 3% en B et 1% en étiquette A. Ça vous donne un ordre d'idée et ça vous permet de voir rapidement qu'il y a beaucoup de passoires thermiques. Maintenant, pourquoi on a mis en place ce DPE? Pour bien comprendre où on en est aujourd'hui, il faut revenir un petit peu en arrière. Le DPE a été créé en 2006, mais à l'époque, c'était surtout informatif. La grande révolution a eu lieu en 2021. Là, le DPE, il est devenu opposable juridiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez désormais vous retourner contre le vendeur ou le diagnostiqueur si le DPE est erroné, s'il y a une erreur. Et ça, c'est un changement majeur. Alors maintenant, en 2024, il y a encore de la nouveauté. On arrive à un tournant historique. Les premières interdictions de location vont entrer en vigueur au 1er janvier, comme on le voit ici, interdiction de louer des passoires énergétiques notées G. C'est du jamais vu, ça va complètement bouleverser le marché français et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour qu'on puisse vraiment préparer le terrain pour 2025. Alors, pourquoi toute cette agitation autour du DPE? La réponse, elle est simple, l'urgence climatique. Les chiffres, ils sont parlants. 16% des émissions de gaz à effet de serre en France viennent des bâtiments. Et sur ces 16%, tenez-vous bien, 82% sont liés uniquement au chauffage. La France, elle s'est engagée, il faut le savoir, à réduire ses émissions de 40% d'ici 2030. Et ça, c'est demain. Et elle va même plus loin. L'objectif final, c'est même un engagement de neutralité carbone en 2050. Alors, pour se faire une idée un peu plus précise de comment on va pouvoir y arriver, sachez que, par exemple, un logement classé G consomme 4 à 5 fois plus de CO2 qu'un logement classé D.
Sachez aussi qu'une rénovation permettant de passer d'une étiquette F à une étiquette G ou D pourra réduire de 40 à 60% la consommation d'énergie par logement, selon le type d'énergie qui est utilisé. C'est du gaz, du fioul, de l'électricité. Et surtout, ces logements, ils vont devoir être absolument rénovés dans les années qui viennent pour qu'on tienne ces objectifs. Alors, comment on va faire? On va voir, on va explorer ensemble des pistes. Concrètement, d'abord, parlons un peu aussi de chiffres. Chaque année en France, ce sont 2 millions de DPE qui sont réalisés. C'est énorme. Et sur ces 2 millions, il y en a 700 000 qui concernent des transactions de logements classés étiquette D, E ou F. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque transaction immobilière nécessite un DPE. Donc, ces chiffres nous donnent une vraie photo du marché immobilier français. Et comme vous pouvez le voir ici sur la petite image, en octobre 2021, on était à 145 000 DPE. Et en octobre 2023, on était à 373 000, soit 2,5 fois plus de DPE là en l'espace de seulement 2 ans. Et c'est encore en train d'augmenter. Les chiffres vont être beaucoup plus importants en 2024 et en 2025. Alors, le DPE, est-ce qu'il a un impact sur le prix d'un logement? La réponse, c'est oui. Là, ici, je vous ai mis un petit visuel tiré des analyses des data scientists des équipes de Se Loger. Sur ce graphique, il faut bien comprendre qu'on est ici sur une base étiquette D. Et qu'est-ce que veut dire ce graphique? Il veut dire qu'en France, sur le prix d'un même bien, de même surface, dans une ville donnée, eh bien, si on compare le prix d'un logement entre une étiquette D et une étiquette G, par exemple, eh bien, il doit y avoir, et il y a un écart observé de 458 € par mètre carré. Inversement, si on compare un bien étiquette D à un bien étiquette A, eh bien, à bien équivalent, le bien étiquette A se revendra 570 € plus cher que le bien étiquette D. Donc, on voit qu'il y a un réel impact aujourd'hui sur les prix de l'immobilier par rapport à la note du DPE du logement. Alors, comme on le voit aussi ici, l'évolution des prix par DPE, elle est assez linéaire. Donc, ça se suit, mais on voit surtout que les prix sont beaucoup plus bas pour les passeurs énergétiques. Maintenant, sur les taux de négociation par DPE, on observe, selon les statistiques toujours de Se Loger, qu'il y a une différence notable entre la négociation effectuée par les particuliers ou les investisseurs sur les logements. On voit que les logements classés étiquette G vont avoir tendance à être négociés de 5,9% par les acheteurs, alors qu'un bien d'une étiquette D aura plutôt une négo de 4,7% et un bien en B, par exemple, sera seulement 3,1%. Donc ça, c'est ce qui est observé. Dans la réalité, les chiffres sont peut-être même encore plus importants. Voilà, ça, c'est des données, mais en fonction de votre ville, etc., ils peuvent varier. Alors maintenant, parlons d'un sujet qui fâche, la fiabilité du DPE. On estime que la fraude représente entre 13 et 19 milliards d'euros. C'est colossal. Environ 6% des DPE seraient frauduleux. Alors, ça peut être dû à plusieurs facteurs. Des diagnostiqueurs qui, par exemple, ne sont pas honnêtes, qui vont du coup être complaisants avec le vendeur pour plein de raisons. Peut-être parce que le diagnostiqueur fait son acquisition client via des agents immobiliers et que ces agents immobiliers ont tout intérêt à ce que la note ne soit pas trop dégradée pour pouvoir vendre leurs biens. Donc, il y a une espèce de complaisance dans cette relation qui fait que, je pense, ça explique une grande partie des notes. Quand le propriétaire vend en direct, on peut avoir le même problème. Le propriétaire peut aussi essayer d'amadouer le diagnostiqueur ou de lui mentir sur les épaisseurs de laine de verre qu'il y a dans les murs. Parce qu'il faut savoir que le diagnostiqueur, il n'a pas à démonter le bâti. Donc, quand par exemple, il visite un bien, il ne va pas démonter une prise pour savoir quelle est l'épaisseur de la laine de verre qu'il y a derrière le mur. Donc, pour le moment, il demande des photos au propriétaire, mais nous, on pourrait très bien envoyer des photos d'un autre logement en disant que c'est celui-ci. Donc, il y a plein de moyens comme ça, soit par négociation, soit par falsification des informations données au diagnostiqueur, qu'on peut manipuler cette note et
il peut y avoir encore pire, des diagnostiqueurs qui mentent et qui disent que il y a un réseau commun de chauffage alors que c'est un chauffage au fioul. Bon, là, ce serait vraiment abusé. Mais il y a plein d'erreurs. Il faut savoir, sur un DPE, il y a plus de 200 points de contrôle, même ne serait-ce que sur les oublis ou les erreurs d'inattention d'un diagnostiqueur, la note peut bouger très très vite. Et on le voit, le sujet commence à sortir dans les médias, on le voit sur Que Choisir, qui a fait la une avec diagnostic énergétique, quel scandale, Le Parisien, enquête sur la DPE, sur la fraude massive au DPE. Mais au-delà de la fraude, le DPE a aussi des limites techniques qu'il faut connaître. Par exemple, il ne prend pas en compte le plan pluriannuel de travaux en copropriété, ni le DTG, le diagnostic technique global. Il ne prend pas aussi en compte les factures réelles d'énergie. Il se base sur le bâti, pas sur la consommation. Il ne prend pas en compte les décisions aussi de l'Assemblée générale de copropriété qui a peut-être prévu des travaux dans les parties communes qui pourraient impacter le DPE dans quelques mois et qui finalement ne seront pas présents au moment du passage du diagnostiqueur. Donc il y a plein de limites comme ça, techniques, qui font que on a du mal à savoir si la note correspond à une réalité. Il y a un autre phénomène, et ça c'est un schéma issu des data scientists de la startup Carnot, basé sur des données de l'ADEME qui nous l'apprend, c'est que, comme on peut le voir sur ce schéma, qui en fait est un schéma où en fait la startup elle a tiré tous les DPE de la base de données de l'ADEME et elle les a classifiés en fonction de la consommation primaire en kilowattheure par mètre carré par an. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un pic, par exemple, de logements en lettre D qui est à la limite en termes de consommation avec la lettre E, mais qui est quand même resté un D. Et ce que nous montre ce gap, quand on passe d'une lettre à l'autre, qui est de 6% par exemple entre D et E, c'est que, on peut se poser la question, ça lève le doute, est-ce que les diagnostiqueurs n'ont pas essayé d'arranger leurs clients quand ils sont limites d'une lettre à l'autre pour plutôt les avantager? On le voit ici entre E et F, 15%, entre F et G, 9%. Donc ça, pour moi, c'est vraiment édifiant. Ça montre bien qu'il y a un problème sur le DPE et que quand on nous annonce une note et qu'on est acheteur particulier ou locataire ou investisseur, il faut vraiment se méfier et il faut vraiment peut-être plus contrôler ce DPE pour pouvoir négocier au bon prix et ne pas acheter son bien en le surestimant. Maintenant, voyons le calendrier qui met tout le monde sous pression. Retenez bien ces dates. 2025, les logements classés G seront interdits à la location. 2028, ce sera au tour des logements classés F. Et 2044, les logements classés E. Ça peut paraître loin, mais quand on connaît bien les délais pour faire des travaux et quand on connaît les délais pour obtenir des autorisations, c'est demain final. Alors ça, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une double étiquette. Comme on peut le voir ici, il y a l'étiquette des kilowattheures et l'étiquette des consommations, des émissions de CO2. Et donc, c'est vraiment la note la plus faible qui est la note de votre logement, sachez-le. Ensuite, sur un DPE, il y a une petite échelle comme ça avec une estimation des coûts annuels d'énergie. Donc là, on voit par exemple, c'est entre 2 620 € et 3 560 € pour la consommation énergétique estimée de ce logement. Ensuite, il y a un petit schéma comme ça, souvent, avec, tout le temps même, avec du coup un schéma d'une maison et avec en fait les pourcentages de déperdition pour chacune des principaux points de déperdition, quoi, le plancher, le toit, les ouvrements, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant pour voir où sont les problèmes quand on achète un immobilier. Ensuite, il y a des montants détaillés de la consommation annuelle d'énergie par poste énergétique. Il y a des recommandations aussi d'usage pour le logement. Une vue d'ensemble un peu des travaux qui sont recommandés et de l'état des principaux, on va dire, enseignements qu'a tiré le diagnostiqueur. Il y a une recommandation sur les équipements,
sur les travaux et une sorte de DPE projeté, c'est-à-dire qu'il y a une projection de si on fait tels travaux, alors on pourrait atteindre telle note. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, en fait, les diagnostiqueurs, ils utilisent tous le même logiciel, qui est un vieux logiciel des années 80 et qui, en fait, fait des recommandations de travaux assez basiques. Il y a quelques dizaines de recommandations de travaux et c'est pas tout le temps très pertinent parce qu'il y a plein d'éléments qui sont pas pris en compte ça ne... c'est pas de l'intelligence artificielle, quoi. Ça mixe pas des milliers de données. Ça reste très très basique. Le mur, il a passé de laine de verre, rajoute-en. Mais en fait, est-ce qu'il vaut mieux isoler le mur ou améliorer le système de chauffage? On nous le dit, mais c'est pas tout le temps vraiment dans la réalité le meilleur choix. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé. Maintenant, on va parler du prix moyen d'un DPE en 2024, ce que vous posez sûrement la question. Sachez que pour un studio, c'est environ entre 99 et 149 euros le tarif moyen constaté. Pour un appartement T2 à T4, c'est plutôt entre 150 et 200. Pour une maison individuelle, c'est plutôt entre 200 et 250 euros. Et pour un bâtiment commercial, c'est plutôt entre 250 et 300 euros. Ça vous donne un petit aperçu. Si vous avez besoin de faire un DPE, essayez de vérifier que vous êtes bien dans ces tarifs parce que sinon ça peut être potentiellement trop cher souvent. Voici un exemple de déperdition de chaleur type en général dans un logement. On va commencer par le premier, l'isolation des combles. Souvent, c'est le travail avec le meilleur retour sur investissement parce que la chaleur monte et un toit mal isolé, c'est 30% de perte. En point 2, le changement de chauffage. Une vieille chaudière, c'est comme une voiture qui consomme 15 litres au 100. En fait, ça sert à rien. On consomme, mais quelque chose qui perd beaucoup, comme une passoire, en fait. Sachez aussi, par exemple, que les pompes à chaleur, ça peut diviser votre facture énergétique par 3 ou 4. Ensuite, troisième point, l'isolation des murs. C'est ce qui est plus cher, mais ça change tout. Par l'extérieur ou l'intérieur, ça peut être 25% de perte en moins de déperdition de chaleur. Point numéro 4, la VMC. On peut par exemple mettre une double flux, on peut mettre une hydro-réglable. C'est hyper important, la ventilation dans une maison. Ça, on a souvent tendance à le sous-estimer, mais c'est très efficace et ça ne coûte pas forcément très cher. Une hydro-réglable, pas trop. Double flux, ça commence à chiffrer un peu. 5, les menuiseries. Un double vitrage, c'est 4 fois plus isolant qu'une fenêtre simple vitrage. Et ensuite, on peut aussi s'intéresser aux portes qui peuvent aussi générer de la déperdition. Voilà un peu pour les points principaux. Il y a aussi les planchers bas qui peuvent créer des pertes de 7 à 10%. Et donc ça, il faut aussi faire attention. Puis les pompes thermiques, donc là c'est un peu plus complexe, mais il peut y en avoir un peu partout. Ça peut être les mauvaises poses de fenêtres, des mauvaises jointures sur la toiture, etc. Alors maintenant, on va faire un petit top 5 des travaux rentables, selon moi. Alors, l'isolation des combles, je pense, en mettant soit de la laine, une grosse épaisseur, soit de la ouate de cellulose aussi, qui en ce moment arrive un peu en force. C'est plutôt écologique, ça ne se dégrade pas dans le temps, ça a une bonne tenue. Donc ça, c'est juste on la souffle dans les combles perdus. Si on veut avoir des très bonnes performances, on peut mettre 450 mm, c'est bien, c'est l'équivalent de ce qu'on a à peu près quand on fait des logements neufs pour atteindre une norme RE 2020. On peut aussi changer le système de chauffage. Il y a la fameuse PAC, la pompe à chaleur, qui est très à la mode en ce moment. Mais attention, il peut y avoir des problèmes en hiver, elle peut s'arrêter, il faut bien choisir les modèles. Moi, je considère qu'il faut plutôt améliorer les performances thermiques du bâtiment plutôt que de prendre la solution simple de mettre une PAC, mais ça fait partie des solutions. Ensuite, il y a le ballon thermodynamique qui peut être important, ça a un certain coût, on va dire à partir de 1 000 euros, ça peut monter jusqu'à 4 000 – 5 000. En général, c'est plutôt autour de 1 500 – 2 000, je dirais. Donc ça peut être intéressant. Il y a aussi l'isolation des murs périphériques, évidemment, mais bon, là, ça peut nous faire perdre de la surface parce qu'on est obligé de déposer toute l'isolation existante, rajouter de la laine de verre épaisse, refaire les cloisons, la peinture. Donc ça, c'est très efficace. C'est bien parce que au lieu d'ajouter des nouveaux systèmes qui consomment moins, ça empêche vraiment la chaleur de sortir. Donc
c'est plutôt bien, mais voilà, ça coûte cher, on perd des mètres carrés, c'est pas évident. Sinon, il y a l'isolation thermique par l'extérieur. Alors ça, c'est vraiment ce que je vous recommande. Je pense que c'est là qu'on a le meilleur retour sur investissement en termes d'investissement pour améliorer les performances. Ça va chiffrer sur une maison entre 15 et 20 000 euros. Bon, par contre, si on est à Paris, qu'on a un appartement haussmannien, c'est pas possible. Donc, dans plein de cas, c'est pas forcément possible. Mais si vous pouvez, je vous recommande de creuser cette piste en premier parce qu'elle peut être très intéressante. Ensuite, la VMC, on en a parlé juste avant. Et les menuiseries aussi. Voilà, double vitrage, on a dit aussi. Maintenant, les erreurs à éviter. Parce que ça, il y en a plein. Elles sont plutôt classiques. C'est souvent les mêmes qui reviennent. La plus fréquente, c'est de faire des travaux dans le mauvais ordre. Par exemple, installer une pompe à chaleur avant d'isoler. Là, c'est comme si vous mettez un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux, ça sert à rien. Autre erreur majeure, négliger la ventilation. Un logement qui est trop étanche sans ventilation adaptée, c'est la garantie d'avoir des problèmes d'humidité et de moisissure. Et bien sûr, faut respecter les normes techniques, les DDU pour ce qui concerne les ponts thermiques. Et ça, c'est vraiment en fonction de la qualité de sa construction. Maintenant, c'est bien tout ça, mais comment on peut avancer, qui peut nous aider? Faut savoir qu'il existe un écosystème d'acteurs publics qui est très important de connaître. Commençons par FLAM, c'est la Fédération des agences locales de l'énergie. Ce sont des experts locaux qui vous conseillent gratuitement. C'est un point de contact idéal. Il y a aussi l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est eux qui gèrent la base officielle des DPE. C'est super important pour vérifier si votre DPE a bien été enregistré, si le diagnostiqueur est bien enregistré auprès de l'ADEME, il a renouvelé ses certifications, etc. pour que tout soit vraiment fait dans les règles de l'art. Il y a aussi l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Ça, c'est le meilleur ami pour les aides financières, on va en reparler. Et il y a aussi France Rénov', ça c'est le service public de la rénovation énergétique. Il coordonne tout ce petit monde et il vous accompagne gratuitement dans vos projets. C'est vraiment un point d'entrée idéal pour démarrer votre projet de rénovation. Je vais faire un petit focus sur l'accompagnateur Rénov'. C'est la nouveauté de 2024. C'est un dispositif génial et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un expert qui va vous suivre de A à Z. Concrètement, voilà comment ça se passe. En premier, il commence par une visite de vos logements. En deuxième, il réalise un audit énergétique complet. En troisième temps, il vous aide à construire votre plan de financement en trouvant toutes les aides disponibles et en vous préconisant des artisans. En 4, il vous accompagne pendant les travaux jusqu'à la réception du chantier en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage, AMO. Et le meilleur, c'est que cet accompagnateur, il peut être largement subventionné par l'État. Alors ça, bien sûr, ça dépend de vos revenus. Mais pour les revenus très modestes, c'est totalement gratuit. Pour les revenus modestes, c'est pris en charge à 80%. Et pour les revenus intermédiaires, c'est pris en charge à 40%. Et même pour les revenus les plus supérieurs, vous avez 20% de prise en charge, donc c'est tout de même pas mal. Depuis 2024, il faut savoir que c'est devenu obligatoire pour bénéficier de l'aide MaPrimeRénov' dans le cadre d'une rénovation d'ampleur. Donc ça, je vous laisserai vous renseigner, je vous ferai peut-être des vidéos. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse pour creuser le sujet avec les tableaux sur les aides financières, etc. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est très difficile là de s'étaler plus longuement dans cette vidéo. En tout cas, par contre, je tiens quand même à parler de MaPrimeRénov' parce que ça, c'est hyper important. Il y a d'abord l'éco-PTZ qui est un prêt à taux zéro jusqu'à 50 000 euros. Il y a les CE, les fameux certificats d'économie d'énergie. Ça, c'est de l'argent que les fournisseurs d'énergie doivent nous donner pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Et il y a les aides locales. Votre région, votre département, votre ville peuvent aussi avoir leurs propres aides. Donc ça, il faut se renseigner près de la mairie, par exemple, pour être à jour. Donc, le meilleur dans tout ça, c'est qu'on peut, si on se débrouille bien, des fois, financer jusqu'à 90% de sa rénovation énergétique. C'est incroyable.
Et là, il y a plein de choses qu'on peut cumuler en fait quand on se renseigne. Alors, si vous avez un doute, j'ai trouvé une solution, une start-up française qui s'appelle Carnot. C'est un moteur d'analyse de données du DPE par intelligence artificielle et open data. Il vérifie des schémas de fraude et il fait des vérifications d'occurrence. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un logement en copro, il va aller tirer tous les zones DPE des logements de la copro et voir s'il n'y a pas des incohérences. S'il y a un voisin qui dit qu'il y a un système de chauffage commun par réseau de chaleur et que l'autre il dit qu'il est en chauffage électrique ou au fuel, bah, ça peut paraître bizarre. Donc ça, il va pointer ce genre de choses. Ensuite, il va mettre à disposition un évaluateur thermique qui va, via une visite virtuelle, une vidéo que vous allez prendre de votre logement avec les différentes pièces, mais il va analyser la vidéo et les données repérées par l'intelligence artificielle pendant 30 minutes avec vous pour vraiment bien tout comprendre et pointer potentiellement des incohérences qu'aurait pu avoir l'intelligence artificielle et délivrer vraiment une réponse la plus juste possible. Et ensuite, cette startup vous générer un rapport détaillé avec un calcul de l'impact sur le prix de votre logement, sur éventuellement une note du DPE qui serait plus ou moins surévaluée. Tout ça, ils le font en partenariat avec le CSTB, qui est un organisme qui, du coup, est en partenariat avec l'État sur le moteur 3CL. Donc, c'est un peu technique. Oui, c'est le moteur de calcul du DPE. Et donc, ils sont directement basés sur ce moteur de calcul pour nous faire leurs recommandations. Donc, ça, c'est vraiment important et c'est très intéressant. Alors, j'ai décidé de vous montrer un rapport de cette startup, un extrait en tout cas du rapport tel qu'il est actuellement. Sachez qu'il va fortement évoluer parce que ils sont au tout début de leur aventure entrepreneuriale et c'est pour ça que je montrerai que quelques parties du rapport. Sachez qu'il sera beaucoup plus conséquent, beaucoup plus étoffé, mais ça nous permettra de voir un petit peu déjà ce qu'ils peuvent proposer. Petit disclaimer avant. Je suis associé dans cette startup. Je les aide à développer le produit, la commercialisation. Et donc, sachez que c'est pour ça que je recommande cette startup dans cette vidéo. Mais je ne le fais pas uniquement parce que j'ai un intérêt économique. Je crois évidemment à fond dans ce projet. Je pense que le DPE, la rénovation énergétique, travailler sur cette efficacité pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je trouve que ça donne beaucoup de sens et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer dans les années à venir. Donc, j'espère que vous allez me soutenir à fond. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors ça, c'est un exemple d'un client, en fait, qui nous dit, qui est venu nous voir et qui nous a dit, bah tiens, c'est bizarre, en fait, j'ai juste changé les fenêtres et j'ai gagné 2 notes sur mon DPE. J'ai un ancien DPE qui avait 2 ans, j'ai changé les fenêtres et j'ai gagné 2 lettres. Je me suis dit, putain, c'est bizarre. Donc il est venu nous voir et nous a dit, mais est-ce que vous pouvez analyser? Je ne comprends pas, c'est bien. Et nous, en analysant, on a vu plein de choses qui pourraient éventuellement faire bouger la note, des incohérences, des inexactitudes, peut-être des oublis. Et on a estimé que, ici, comme on le voit sur le rapport, que la note, en réalité, elle pourrait varier sur ce halo d'incertitude. Donc, en fait, la note qu'il a aujourd'hui, la Quin, pourrait en fait être un F, et voire même un F très très bas, qui serait limite un G. Ensuite, dans le rapport qui est fourni par Carnot, en fonction de ces incohérences, on a observé via l'intelligence artificielle, via les vidéos que vous avez envoyées et via l'étude de l'évaluateur thermique, on va vous proposer un tableau comme ceci avec tous les points qu'on a relevés et les questions que vous pourriez poser au diagnostiqueur. Et ce qui est très intéressant qu'on peut voir ici, c'est l'impact probable qu'aurait cette incohérence ou cette inexactitude sur la note. Donc là, par exemple, on peut voir que ça peut avoir un impact plutôt
positif et parfois un impact plutôt négatif, comme on le voit ici. Et donc ça nous permet directement de pouvoir passer à l'action et creuser pour savoir quelle est la vraie note du logement. Donc ça peut être intéressant quand on est investisseur et qu'on veut acheter un logement et qu'on veut négocier. Ça nous permet de voir, d'appuyer sur des points précis, de soulever des incohérences pour dire à son vendeur, non, mais attends, tu me vends une lettre D, mais regarde, en fait, ton DPE, ok, mais c'est peut-être un G, en fait, donc le prix, moi, je suis désolé, mais la différence entre un D et un G dans cette ville, c'est 10%, donc je veux que tu baisses ton prix. Et donc, ça permet d'apporter des arguments très pertinents sur lesquels on peut s'appuyer pour négocier son affaire. Mais ça ne sert pas que pour ça peut servir pour plein d'autres choses. Pour un locataire qui veut contester une augmentation de loyer en disant que finalement le DPE n'est pas bon et donc que ça lui coûte plus cher en énergie, etc., etc. Il y a plein de cas. Donc là, par exemple, dans ce cas d'usage, dans ce rapport qu'on a généré pour le client, là, on voit que si le bien passait de E à F, ce serait une décote de moins 4%, et donc une marge de négociation possible de 20 000 euros. Ça, on se base sur le rapport des notaires. En fait, le rapport des notaires qui a été émis par la chambre des notaires, et en fait, il a estimé des écarts de prix constatés réels sur cette dernière année en fonction de l'étiquette énergétique d'un bien. Voilà. Ensuite, on propose quelques pistes de travaux qui seraient pertinents selon nous par rapport à la situation actuelle ici dans le cas de ce client pour être sur un vrai D. Donc là par exemple c'est une recommandation d'installation de chaudière à gaz à condensation moderne ou l'isolation du mur nord par l'extérieur via une ITE. Donc voilà, sur ce rapport par exemple, là on a mis un carton noir, on estime qu'il y a une fraude manifeste, c'est un faux DPE, on l'a vu, on le voit sur plusieurs points dans le rapport, il y a des erreurs grossières et il y a sûrement un écart de 2 lettres en moins. Donc là, il y a une forte probabilité de complaisance avec une lettre non justifiée. Et donc là, le propriétaire, il va pouvoir remettre en cause cette note. Sachez que cette startup, comme je vous l'ai dit, elle vient de se lancer. Ça faisait 8 mois qu'il y avait une équipe de développeurs qui travaille sur la techno. Et là, il y a une offre de lancement que je vais porter dans cette vidéo sur mes réseaux sociaux parce que j'y crois à fond et j'ai vraiment envie de vous en faire bénéficier à vous en premier, mes abonnés. Et cette offre de lancement, elle va être réservée aux 10 premiers clients seulement et elle sera à 97 € au lieu de 139 € pour le rapport complet avec le temps passé avec le thermicien, toutes les recommandations qu'il faut pour aller négocier. Testez-le, vous allez voir, c'est vraiment génial. Et je pense que voilà, quand on met 97 € pour aller négocier 20 000, le prix, il est vraiment très faible par rapport à l'économie qu'on peut réaliser. Donc voilà, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description de la vidéo pour pouvoir bénéficier de cette offre au plus vite. Et n'hésitez pas à me faire des retours. D'abord pour me dire si ce style de vidéo vous a plu, si c'est le cas, j'en ferai d'autres, et aussi pour me dire si la technologie Carnot vous intéresse et si vous avez testé le service, là je serais ravi d'échanger avec vous pour avoir vos retours et savoir comment je peux les aider à améliorer pour qu'on puisse délivrer vraiment la meilleure proposition de valeur possible. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner. C'est cool, ça me donne de la force, ça fait plaisir. Et aussi, le petit like, le petit pouce pour me remercier. Voilà, pareil, ça me fait énormément plaisir. Et c'est ce qui me motive au quotidien pour prendre le temps de faire des vidéos toujours plus fournies, toujours plus creusées. Et donc ça, je vous en remercie.